Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure qui a littéralement changé le monde. Le tout premier voyage de Christophe Colomb, celui de 1492. Oui, on va explorer les préparatifs, toute la genèse du projet et bien sûr le déroulement de cette traversée vers l'inconnu. Alors tout commence bien avant 1492, j'imagine. Quelle est l'idée de départ de Colomb? Eh bien, vers 1484, son idée fixe, c'est de rejoindre l'Asie, Cathay, Cipango, dont parlait Marco Polo, mais par l'ouest, en traversant l'Atlantique. Et il pense que c'est possible, lui. Oui, il se base sur l'idée admise que la Terre est ronde et sur des cartes et des estimations, notamment de Toscanelli. Bon, le problème, c'est que ces calculs sont assez optimistes. C'est-à-dire? Il sous-estime grandement la taille de la Terre. Et évidemment, il ne soupçonne pas qu'il y a tout un continent entre l'Europe et l'Asie par cette route. Une sacrée erreur de calcul, en fait. Une erreur qui va changer l'histoire, hein. Mais son projet, il ne convainc pas tout de suite, si. Le Portugal, par exemple. Non. Le Portugal de Jean II refuse. Leurs experts qui connaissent bien l'Atlantique trouvent ces distances bien trop courtes, irréalistes. Logique. Donc il se tourne vers l'Espagne, la Castille. Exactement. Il arrive en Castille en 1485. Mais là non plus, ce n'est pas simple. Première audience en 1486, mais les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, sont en pleine guerre de Grenade. Ce n'est pas leur priorité, quoi. Non. Et puis une commission d'experts à Salamanque rend même un avis défavorable en 1487. Colomb doit patienter, attendre. Des années d'attente. Il devait être tenace. Ah oui, très persévérant. Il trouve du soutien moral, notamment auprès de religieux comme les franciscains de l'Arabida, Juan Pérez, par exemple. Et finalement, qu'est-ce qui fait pencher la balance? C'est le contexte qui change. Début 1492, Grenade tombe. La Reconquista est terminée. La Castille peut regarder ailleurs, chercher de nouvelles routes commerciales, concurrencer les Portugais. Le moment est plus propice. Voilà. Les négociations reprennent, mais elles sont serrées. Colomb, il demande pas mal de choses. Ah oui, quoi par exemple? Le titre d'amiral de la mer Océan, vice-roi et gouverneur des terres découvertes, et 10% de toutes les richesses trouvées. Héréditaire en plus. Quand même. Ça a dû faire tiquer Ferdinand, non? Oui, surtout Ferdinand, mais des figures importantes, comme Louise de Sant'Angèle, le trésorier, insistent. Ils arrivent à convaincre les rois du potentiel de l'affaire, même si c'est un pari. Et ça aboutit aux fameuses capitulations de Santa Fe. Exactement. Signé le 17 avril 1492. Un contrat qui lui accorde pratiquement tout ce qu'il demandait. C'est assez incroyable. Le feu vert est donné, direction Palos de la Frontera, pour préparer l'expédition. 3 navires sont armés. Oui, la Santa Maria, qui est une caraque, le navire amiral, un peu plus lourd. Et 2 caravelles plus légères, plus rapides. La Pinta et la Niña. Idéal pour l'exploration côtière, on imagine. Et l'équipage, facile à trouver? Pas du tout. L'entreprise fait peur. Voyager si loin vers l'ouest, beaucoup sont réticents. Il faut même gracier quelques prisonniers pour compléter les effectifs. Environ 90 hommes en tout. Ah oui. Et c'est là qu'interviennent les frères Pinzon. Absolument. Martin Alonso et Vicente Yanez Pinzon. Ce sont des marins très respectés à Palos. Leur engagement est décisif pour convaincre les autres marins d'embarquer. Sans eux, ça aurait été très compliqué. Et enfin, le grand jour arrive. Le 3 août 1492, la petite flotte quitte Palos. Cap au sud d'abord. Vers les Canaries? Oui, escale obligatoire du 9 août au 6 septembre. Pour réparer la Pinta, qui a un problème de gouvernail, et surtout pour faire le plein de vivres, d'eau, avant le grand saut dans l'inconnu. Et le 6 septembre, c'est parti, plein ouest. Plein ouest, en utilisant les alizés. Ces vents d'est sont parfaits pour pousser les navires, mais ils inquiètent aussi l'équipage. Comment rentreront-ils si le vent souffle toujours dans le même sens? C'est la grande angoisse. Surtout quand ils entrent, mi-septembre, dans la mer des Sargasses. Des algues partout, pas de vent par moment, la terre n'arrive pas. La tension doit monter à bord. Énormément. Il y a des fausses alertes, le moral baisse. Début octobre, ça chauffe vraiment. On parle de quasi-mutinerie les 9 et 10 octobre. Les hommes veulent faire demi-tour. Comment Colomb gère ça? Il temporise, il promet, il négocie, il rappelle les récompenses promises. Et puis le 7 octobre, il observe quelque chose d'important. Quoi donc? De grands vols d'oiseaux qui partent vers le sud-ouest. Il interprète ça comme un signe de terre proche dans cette direction et décide de modifier légèrement le cap. Une décision cruciale, on peut le dire. Tout à fait. Et quelques jours plus tard, dans la nuit du 11 au 12 octobre, vers 2 heures du matin, Le fameux cri. Tierra, Tierra. C'est Rodrigo de Triana, depuis la Pinta, qui aperçoit la côte. Il débarque sur une île des Bahamas actuelles, que Colomb baptise San Salvador. Et c'est le premier contact avec les populations locales. Oui, les Taïnos. Colomb les décrit comme pacifiques,
nus, sans armes en métal. C'est le début de cette image un peu idéalisée, le bon sauvage, mais déjà dans une optique de conquête et de recherche d'or. La communication est compliquée, j'imagine. Très, par gestes principalement. Colomb croit comprendre qu'il y a de l'or plus loin, d'autres îles, peut-être même des populations hostiles. L'exploration commence alors vraiment dans les Caraïbes. Il attend Cuba, qu'il nomme Juana le 28 octobre. Il cherche toujours le Grand Khan, les villes de Chine. Sans succès, bien sûr. C'est là qu'il découvre le tabac, par contre. Une découverte majeure aussi. Et puis il y a un incident avec la Pinta. Oui, le 23 novembre, Martín Alonso Pinzón prend le large avec la Pinta. Il se sépare du reste de la flotte. Peut-être pour chercher de l'or de son côté, les motivations restent un peu floues. Colomb continue avec 2 navires. Il arrive le 6 décembre sur une grande île qu'il appelle Hispaniola, l'actuelle Haïti et République dominicaine. Les relations avec les indigènes sont plutôt bonnes au début. Mais un drame survient la nuit de Noël. Oui, la Santa Maria, le navire amiral, s'échoue sur un banc de sable ou un récif. Impossible de la sauver. C'est une catastrophe. Que fait Colomb? Il ne peut pas ramener tout le monde sur la Niña. Non. Alors, avec les débris de la Santa Maria, il fait construire un petit fortin, la Navidad. C'est le premier établissement européen. Il y laisse 39 hommes, avec la promesse de revenir les chercher. Et la Pinta finit par revenir. Heureusement, oui, le 6 janvier 1493, les 2 navires restants se retrouvent. Le retour peut enfin s'organiser. Oui, après une dernière petite escarmouche avec des indigènes dans la baie de Samana, jugés plus hostiles, ils lèvent l'ancre pour l'Espagne le 16 janvier. Mais le retour va être terrible. Encore des difficultés, hein? Une énorme tempête, le 12 février, sépare à nouveau la Niña, où est Colomb, et la Pienta. Colomb croit sa dernière heure arrivée. C'est là qu'il écrit son message. Oui, il rédige un compte-rendu de sa découverte, le met dans un tonneau scellé et le jette à la mer, au cas où, pour que sa découverte ne soit pas perdue. Incroyable. Il survit. Oui, la Niña arrive, tant bien que mal, aux Açores. Mais c'est territoire portugais. L'accueil est glacial, voire hostile. Il repart et une autre tempête le pousse vers Lisbonne. Au Portugal. L'ironie. Complètement. Il arrive le 4 mars et doit même rencontrer le roi Jean II, celui qui avait refusé son projet et qui maintenant essaie de revendiquer les terres découvertes. Le monde est petit. Et finalement, il rentre à Palos. Il peut enfin repartir et atteint Palos le 15 mars 1493. Et la Pinta? Eh bien, par une coïncidence extraordinaire, la Pinta, qui avait été déroutée par la tempête beaucoup plus au nord, vers la Galice, arrive à Palos le même jour. Incroyable. Mais son capitaine, Martín Alonso Pinzón, est très malade. Il meurt quelques jours après son retour. Quelle épopée. Donc ce premier voyage parti sur une erreur de géographie fondamentale Mais mené avec une audace et une maîtrise de la navigation remarquable pour l'époque, ouvre une ère complètement nouvelle. Même si Colomb, lui, reste persuadé, jusqu'au bout presque, qu'il a atteint les Indes, l'Asie. tout à fait. Il a ouvert la porte à l'Europe sur un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment chaque étape, chaque décision, repose sur l'interprétation de signes futiles. Les cartes, les vents, le vol des oiseaux, les paroles des indigènes. Des interprétations qui ont mené à un résultat totalement imprévu. Inattendu et aux conséquences absolument incalculables. Ça laisse songeur, non? Imaginez si le vol des oiseaux avait été interprété différemment ce jour-là.